Dans le club éphémère. Dans le club éphémère. Éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Club Éphémère. Hola, hola. Aujourd'hui, autour de la table, on a Saniko. Ça va? Ça va, nickel. Tout va bien, en pleine Et toi? forme? Ça va, écoute, la vie est belle, tout va bien. Et on a une invitée de marque, Orisha. Enchanté. Enchantée. Merci d'être venu. Et merci à toi pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bah, bienvenue. Écoute, si tu connais pas le podcast, c'est très simple. C'est 3 DJ qui se retrouvent autour d'une table ronde, qui discutent de 3 questions, et après on se dit hasta luego. C'est comme ça qu'on dit en espagnol, il me semble. J'ai eu des. On le fait en espagnol, le podcast, du coup, là? Alors, ou- on peut essayer, mais On va je le crains tenter. malheureusement être trop Bon, on va limité. rester en hein. français, ce sera mieux. La première question de ce podcast aujourd'hui, c'est le branding et le personal branding précisément. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le monde du DJing, il ne suffit plus forcément de savoir mixer pour exister. On vit une époque où les artistes doivent penser comme des créateurs d'une marque. Le style musical compte, évidemment, mais l'univers visuel, la manière de raconter son histoire et l'énergie qu'on dégage sur scène ou sur les réseaux, tout ça fait partie d'un package, finalement, qu'on vend, puisqu'on est un peu soi-même le produit. Alors du coup, quand on est soi-même le produit, finalement, comment on fait? Est-ce qu'on amplifie la réalité, qui on est déjà, comme une sorte de miroir déformant? Ou est-ce qu'on essaye de se construire une identité de toute pièce, un peu comme un personnage? Alors, le personal branding, c'est un terrain glissant mais passionnant. Ça touche à l'authenticité, à la créativité aussi. Et je voulais creuser ce sujet-là avec vous, notamment avec toi, Orisha, parce que c'est comme ça que je t'ai connu sur les réseaux sociaux en premier lieu. C'est que je suis tombé sur une vidéo de toi qui te présentait avec un axe très personnel et avec tout. Tu parlais presque pas du fait d'être DJ, mais vraiment il y avait un truc de présentation, presque une vidéo de présentation. Et donc ça va m'intéresser de savoir comment t'en es arrivé à faire cette vidéo et pourquoi tu l'as fait. Est-ce que c'était calculé ou pas? Et voilà, c'est tout. On t'écoute, Orisha. Alors, calculer. En fait, j'avais envie d'expliquer comment j'en étais arrivée là, en fait. Voilà. C'était pas forcément calculé, mais j'avais envie de me présenter, j'avais envie de raconter mon histoire parce que c'était important de raconter d'où je venais, pourquoi je faisais ça et quel était le but derrière. Et voilà. Ok. Bah, c'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de DJ. Il y en a qui font des reconversions. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup des vidéos de présentation qui disent bah ouais, là tu me vois mixer, mais avant j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je pense que c'est ce qui plaît un peu aux gens actuellement, vraiment d'en savoir plus sur les personnages, d'aller au-delà de ton rôle de DJ, en fait, et d'en savoir plus sur toi, sur ta vie, qu'est-ce que tu as fait, ce que tu fais, et de l'image que tu dégages, quoi, je pense. Ouais. Et puis, on est sur un truc, clairement, où aujourd'hui, on cherche un peu l'authenticité sur les réseaux sociaux, tu vois, où on veut un peu, entre guillemets, s'attacher aux personnes, ou au moins s'identifier aux personnes qu'on follow. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, ça donne envie, peut-être, à certaines personnes de dire « Ah bah tiens, lui, je vais le follow, ou elle, je vais la follow, parce que justement, elle a l'air de raconter une histoire, d'avoir des points communs, peut-être de retrouver des points communs avec cette personne, etc. » Donc vous êtes plutôt de la team d'être le plus sincère possible sur les réseaux et de plutôt rester naturel, quoi, en soi. Ouais, moi, complètement. Complètement, mais c'est quelque chose d'assez nouveau aussi, ça. Et je me suis rendu compte que c'était essentiel aussi pour créer du lien avec, mine de rien, une communauté. Et d'être la plus transparente possible. Et aussi, j'ai un peu switché parce qu'avant, c'était un peu une obligation d'être sur Instagram, de montrer ce que je faisais. Et là, je prends vraiment Instagram comme un réel plaisir, tu vois, presque comme un journal intime. En fait, je fais ça et je sais que mes posts, ils sont pas forcément parfaits. Et en fait, je m'en fous parce que je raconte une histoire et ça me fait du bien parce que c'est moi. Et c'est pas juste moi derrière les platines, c'est vraiment un univers, en fait. Et tu trouves que d'être très personnel dans ta communication sur les réseaux, tu trouves que ça t'a apporté du travail du coup en tant que DJ? Ouais, complètement. Parce que ça me démarque aussi, parce que je monte mon univers en profondeur. Donc après,
il y a des gens qui vont aimer, comme il y a des gens qui vont pas du tout aimer, mais ça fait le tri. Et justement, je connecte de plus en plus avec les gens qui me suivent, quoi. Toi, Saniko, justement, tu développes de plus en plus ton image sur les réseaux avec ton compte perso et tout. Est-ce que c'est tout? Est-ce que t'as un peu réfléchi en amont de dire, ce projet, Saniko, que je vais lancer, je veux me présenter de cette façon-là. Est-ce que tu as peut-être déjà imaginé de faire un petit reel de présentation comme elle l'a fait, elle? Alors, pas vraiment, de faire un reel de présentation, pas spécialement, mais après, j'ai essayé de plus ou moins faire un cahier de route de où je démarre et de où je veux aller. Donc, exprimer mon identité. Moi, mon but, c'est vraiment de garder mon identité, de pas aller à l'encontre de ça, de pas jouer un personnage. Le but, c'est de rester celui que je suis, tout en exprimant mon identité et le style de musique que je veux mettre en valeur, donc notamment tout l'univers latino. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce compte-là par rapport à ça. Et mon but, c'est pas de créer un personnage et de surjouer. Voilà, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, de créer un lien avec certaines personnes, des points communs. Par exemple, moi, l'univers latino, voilà, tu vois, de partager quelques photos de mes voyages, par exemple en Amérique du Sud. Ça peut paraître tout bête, mais ça va te permettre de créer un lien avec certaines personnes. Quelqu'un qui va passer, qui va s'identifier à ça, ou qui aura fait le même voyage que toi, va dire, ah putain, lui, il est allé là-bas, il aime la musique latine et tout, tiens, je vais le follow, ou tu vois, voilà, dans ça. Et je pense que tout ça réuni, ça peut te permettre de créer une communauté, entre guillemets, et de trouver des points communs avec une personne qui va te donner envie de la suivre, tu vois, voilà. Et est-ce que vous pensez que dans le milieu dans lequel on évolue professionnellement, donc le DJing, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour des projets pas faux, mais avec des personnages comme... on peut citer les Daft Punk, on peut citer Mala, on peut citer Deathmouse aussi, des personnages un peu casqués, masqués. Avec son gros masque là dedans. Exactement. Est-ce que vous pensez que ça peut encore exister, encore marcher aujourd'hui, ou on est plutôt dans une quête vraiment de l'authenticité à fond de nos jours, et ce genre de truc-là, c'est compliqué? Les deux marchent en vrai, puisque tu en as encore des gars comme ça. Récemment, ces dernières années, il y a eu Vladimir Cauchemar. Ouais, tu prends Clapton avec son masque, ses gants. Enfin, il y a plein de monde qui ont construit leur image sur ça. Donc ça, je pense que ça s'arrêtera pas, puisque... ça fait partie de notre culture DJ, presque. Ouais, et après ça, c'est plutôt aussi le côté de... En fait, moi, je ferais la distinction entre ces gens-là qui font ça plutôt pour se démarquer, apporter une touche cool, voilà, lui qui va avec un masque ou quoi, et ceux qui sont sur les réseaux, tu vois, qui extrapolent trop, qui s'inventent une image, mais qui sont pas forcément eux réellement, et qui veulent se donner une image sur les réseaux pour essayer d'avancer, en fait. Tu vois. Mais justement, on avait Chris Peace dans le précédent podcast qui nous disait que même quand il s'habille, il choisit des vêtements qui font DJ, mais je pense que c'était aussi une façon pour lui d'exprimer que, en fait, quand il choisit ses vêtements et ses tenues de scène, finalement, ça fait partie intégrante de son branding, de sa marque. Toi, Orisha, c'est flagrant. Tu as vraiment une façon de t'exprimer derrière les platines, mais aussi de te présenter au public avec des tenues qui sont très connotées Amérique latine, qui vont reprendre un peu certains codes esthétiques, etc. Tout ça, c'est une réflexion purement mûrie en disant, tiens, je vais m'habiller comme ça parce que ça va avoir un impact dans la tête des gens, visuellement. Ou est-ce que non, c'est juste comme ça que tu t'habilles, en fait, et tout ça, c'est extrêmement naturel? Alors, il y a une styliste qui m'a aidée sur ça, parce que je suis arrivée à un point... Ouais, j'étais vraiment encadrée et coachée à fond au niveau du style, au niveau de l'image, au niveau de... Enfin voilà, je suis coachée, j'ai 3 coachs en gros. Parce que selon toi, c'est important par rapport à ton image et ton travail. C'est par rapport à moi, à mon bien-être en fait. Vraiment, c'est vraiment... Et d'abord ton bien-être avant de l'assimiler à ton travail. Ouais, mais c'est parti de là, c'est que je suis arrivée à un point où j'arrivais plus à communiquer, où je sentais que je forçais en fait de communiquer voilà, certaines choses. Et j'y arrivais pas. Et en fait, le seul moyen de changer ça, c'était de me faire aider, quoi. Clairement, d'avoir un point entourée. de vue extérieur, finalement. C'est ça. Et en fait, j'ai contacté une styliste qui s'appelle Anaïs Kevorkian, donc qui est sur Marseille, qui travaille beaucoup à Paris aussi. Et en fait, je lui ai dit, moi, je joue pas mal de musique très latine house. J'aime ça. Comment tu pourrais m'aider? Et elle m'a sorti un mood board hyper précis. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à affiner un petit peu mon image. Et c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup habillée en noir. Et en fait, j'étais pas assez à l'aise avec moi-même, quoi. Et là, le fait de me montrer, de mettre beaucoup de couleurs,
Et en fait, je me sens hyper à l'aise et je suis invincible. Mais Bah, vraiment. C'est ton identité. Vraiment, au final, quoi, t'as créé tu ton vois. identité. Et pour rebondir sur ça, je comprends ce qu'il voulait dire Crispy, que la tenue vestimentaire, le style, tout ça, ça va avec le personnage. Et comme là, on parle de branding et que le produit, au final, c'est l'humain, forcément, tout ce qui touche à l'humain, que ce soit le style, tout ça, ça joue et c'est super important, quoi. Ouais. Tout ça, cette démarche de réfléchir à ce qu'on renvoie comme image, comment se présenter au public et comment finalement se vendre auprès de ceux qui organisent les soirées, ça me fait penser du coup à la deuxième question, qui est le côté entrepreneur finalement du DJ, puisque on est notre propre marque, mais on est aussi notre propre société en quelque sorte. Alors, la deuxième question est la suivante. Ce qu'on oublie souvent quand on regarde un DJ derrière les platines, c'est tout ce qu'il y a autour. On voit le moment de fun, les moments forts, mais on voit pas les 95% du travail réalisé hors de scène, avec une styliste, avec des pros des réseaux sociaux, des monteurs vidéo, etc. Pourquoi pas. De plus en plus d'artistes ne sont pas seulement DJ, mais ils sont aussi entrepreneurs, directeurs artistiques, créateurs de contenu. Bref, ils doivent tout porter eux-mêmes. Et c'est encore plus vrai quand on lance un projet, un collectif ou un concept de soirée. Ça demande une énergie folle, des compétences qui n'ont rien à voir avec la musique, et surtout une capacité à rester créatif, même quand on gère des milliers de choses en parallèle. Alors je voulais te parler de cette réalité-là, d'être DJ, mais aussi d'être chef de projet. Et je trouvais que cette question, elle était aussi très cohérente par rapport à ton parcours professionnel, puisque tu as vécu au Panama pendant presque 10 ans, et tu as commencé ta carrière de DJ d'abord avec une expérience en tant que créatrice d'événements et dans l'événementiel, avant de passer de l'autre côté des platines. Comment vous, au quotidien, et toi aussi avec ta double casquette de DJ club, mais aussi de prestataire de mariage, comment vous gérez au quotidien ça? Comment vous avez appris aussi? Est-ce que toi, tu as fait une école ou toi? Peut-être donner des clés pour ceux qui nous regardent pour essayer aussi de mieux se former au métier, aux différentes facettes de ce métier de DJ. Orisha? Moi, j'ai étudié la communication, le marketing et l'événementiel. Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps que je baigne là-dedans. Et qu'après mes études, je suis partie 1 an en Amérique latine. J'ai beaucoup voyagé. Je suis arrivée au bout d'1 an au Panama et j'ai directement ouvert mon entreprise. Donc, si tu veux, ça m'a énormément aidée. Tout ce côté promotionnel, tout ce côté communication, démarcher les entreprises, chercher des sponsors, chercher des DJ aussi. Enfin, tu vois, donc, si tu veux, ça m'a énormément aidée pour ma carrière d'aujourd'hui, quoi. Bien sûr. J'aime bien ça demande des compétences qui n'ont rien à voir avec la musique, parce que c'est vrai, aujourd'hui, DJ, c'est pas juste tu viens, tu mixes, tu t'en vas. Il y a énormément de travail derrière tout ça. Et moi, aujourd'hui, quand je suis dans une soirée, donc tu dois te concentrer sur ton set, ta piste, tout ça, ça on le sait. Mais je me projette sur qu'est-ce que je peux capter comme image dans la soirée, qu'est-ce qui va me servir. J'essaye de m'imaginer déjà les reels que je vais faire ensuite sur Instagram, les publications et tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est ce que tu montes sur les réseaux, ce qui donne aussi ton image, parce que les gens, c'est ce qu'ils retiennent. Et donc, du coup, c'est super important pour moi de me projeter à chaque fois et de dire qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de cette soirée, qu'est-ce qui va me mettre en avant, qu'est-ce qui va montrer vraiment un côté festif, tout ça. Donc, il y a toute cette partie qui est super importante le jour de la soirée. Après, il y a la partie com. Moi, tu vois, par exemple, j'ai aucune expérience en communication, tout ça. J'ai appris sur le tas. Alors, ma communication, elle n'est pas des meilleures, pas parfaite. Elle est authentique. Mais elle est authentique et j'aime bien ce que je fais. Ça a mon image. Ça me ressemble et je prends plaisir à faire ça. Tu vois, voilà, programmer des posts, chercher quoi écrire, tout ça. Tout ça, c'est ce que j'ai appris sur le tas. Et au final, tu te formes et tu développes en fait plein d'autres compétences au-delà de la musique. Le côté auto-entrepreneur, comme tu as parlé, ça demande d'autres compétences, de la gestion, être rigoureux. Ça, pas tout le monde ne l'est. Et il faut l'être, gérer tous tes papiers, tes contrats, tes factures, qui t'a payé, qui te doit de l'argent, qui t'a versé un acompte. Enfin, c'est une grosse partie, mais pour moi, il faut être carré, rigoureux. Et ce métier-là, il te permet de développer plein de compétences auxquelles tu n'as pas quand tu démarres pour t'amuser en tant que DJ. Et justement, toi, tu as vraiment appris par toi-même ou est-ce qu'on t'a conseillé ou... J'ai vraiment appris par moi-même en regardant ce
que font les autres. Tu t'inspires de ça en discutant entre nous quand on se voit, les collègues. C'est vrai que ça aide beaucoup à dire toi tu fais ça comme ça, moi je le fais comme ça, c'est vrai que comme ça c'est mieux. Enfin, ça aide beaucoup et c'est vrai que quand tu te lances, que tu pars de zéro, aujourd'hui c'est super compliqué parce que tout ça il faut l'assimiler et tu comprends vite que si tu n'arrives pas à avoir un minimum de compétences dans la communication, marketing, des marchés, que ce soit des prestataires dans le privé ou des directeurs artistiques, des clubs, tout ça, si tu ne sais pas faire tout ça, si tu ne sais pas rédiger des mails, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, ça te dessert dans ton travail, quoi. Et toi, pour le coup, qui n'est pas forcément autodidacte sur cet aspect-là, ta formation scolaire, tu trouves qu'elle t'a donné vraiment des clés ou vraiment c'était un plus ou pas, quoi? C'est ça ma question. C'est un gros plus. Puis ça m'a donné le goût en fait pour l'événementiel déjà. Donc ça c'est une grosse base. Et puis j'ai fait mon master en alternance. Donc du coup en fait, depuis très longtemps, je suis dans le monde de l'entreprise, tu vois. Et ça m'a énormément aidée. Et puis du coup aussi donc. Je reviens sur les coachs que j'ai eus, mais ça m'aide au quotidien. Je suis coachée aussi toutes les semaines par une mentor qui s'appelle Georges, qui est au Panama. Et en fait, elle me coach sur l'image, sur les posts Instagram. Ah ouais. Ouais. Tu vas jusque-là faire vérifier chaque post que tu C'est-à-dire vas que j'ai un publier. calendrier, c'est-à-dire que le 1er décembre, là par exemple, je sais exactement ce que je vais poster tout le mois de décembre. Et ça, tu le sais que t'as premier tout du le mois, contenu. j'ai tout le contenu. Après, je peux le faire aussi au fur et à mesure. Mais je sais, à telle date, je sais que le thème de Montréal, ça va être ça. Le thème de... Enfin, c'est hyper précis, quoi. Et c'est toi qui le construis ou justement c'est avec cette coach que tu... C'est moi qui le construis, puis on en parle après, quoi. Ok. Et c'est... non, c'est un vrai travail. Hein. Non, c'est Ah ouais, très- Je veux dire, community manager, c'est un travail autre que C'est ça. celui de DJ. Hein, et C'est ça. créateur de contenu aussi. Nous, on le voit à notre échelle avec le club. C'est vrai que on a beaucoup de contenu d'avance et c'est très agréable de savoir. En gros, on a quasiment un mois d'avance à chaque fois. Donc, c'est une vraie force, tu vois, de pouvoir se dire, d'avoir une visibilité. Mais ça demande beaucoup de travail, l'organisation Ça demande beaucoup de travail, d'organisation et beaucoup de motivation aussi. aussi. Ouais, Ça après, va ça, avec, ça te va permet avec. la paix de Ça va l'esprit avec. après. Ouais. Oui. Ouais. Mais Et c'est vrai d'être que ça vous organisé, fait- après, t'es Est-ce que plus ça vous relax, fait... quoi. Vous avez un petit côté, quand tu vas publier quelque chose, que tu es content de ton contenu, tu dis, ouais, ce soir, je vais publier un réel ou un post ou quoi, est-ce que ça vous fait la satisfaction de dire, ça y est, j'ai publié et tout? Alors moi, personnellement, j'essaye de pas trop regarder l'impact des publications parce que je veux pas tomber dans le jeu de la récompense. Ouais. J'essaye de toujours garder l'aspect passion avant tout. Non, mais sans parler de récompense, Ah, tu ok. vois, c'est vraiment le contenu. L'excitation que tu vas- de poster. non, le contenu que tu vas publier, tu te dis, ouais, c'est cool ce que j'ai fait et tout, et d'être content de Ah oui, publier, il y a- tu vois. oui, il y a toujours une satisfaction d'être créatif pour ce qui est de ma part. Que ce soit derrière les platines ou derrière CapCut. Tu vois, genre, moi, ce que j'aime vraiment, c'est que les idées, elles prennent vie, tu vois. Et qu'elles prennent vie, si c'est possible, avant que les autres les réalisent avant Ouais. moi, tu vois. Parce que les idées, elles sont à tout le monde. Et moi, c'est... Donc, je comprends ce que tu veux dire par cette petite excitation, tu vois, le petit piment qui fait que ça existe, tu vois. Mais c'est pas le... Finalement, moi, il y a bon nombre d'idées que j'aime réaliser, mais qui ne touchent jamais leur public, tu vois. Et c'est Ouais. pas forcément la rencontre des gens quoi, qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment juste de donner vie, quoi, en fait, à ce que j'ai dans la Bah tête ouais, constamment, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que j'adore ce projet du club avec vous, les gars. C'est parce que je prends un malin plaisir à rédiger des trucs, à voir vos réactions et à voir cette petite étincelle, tu vois, germer dans vos yeux. Et c'est cool parce que ça permet de partager avec le monde extérieur aussi. Voilà, aujourd'hui, on a rencontré Orisha qui est parmi nous. Et ça permet d'échanger avec d'autres DJ qu'on n'aurait pas forcément l'occasion d'échanger sans avoir le club, sans tout ça. Donc c'est vrai que c'est cool. Et du coup, pour en revenir au sujet, Orisha, toi, est-ce que si on pouvait faire une espèce de balance, est-ce que tu trouves que le métier de DJ, c'est avant tout ce qui se passe derrière les platines, ou est-ce que il y a plus avant de mixer que pendant le mix? Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que... Ouais. C'est délicat comme question. Mais là, petit à petit, je me considère plus comme artiste que DJ. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a toute une image derrière, tout un univers derrière, et que ce soit visuel, que ce soit au niveau de l'histoire que je raconte, et pas que derrière les platines.
Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail en termes de création de contenu, ça c'est clair, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire et je prends aussi beaucoup de plaisir derrière les platines, quoi. Donc c'est vraiment un juste équilibre à trouver. Et tes posts, les réels et tout, c'est toi qui les fais ou tu les fais faire Ah non, je fais ok. tous les montages, tout. Tu vois, ça, c'est clairement des compétences qui sont Bah au-delà ouais. du métier de DJ. Ah bah hein, ouais. tu vois. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, ça en devient peut-être même un peu injuste pour ceux qui n'ont pas ces compétences-là. Alors, même si aujourd'hui, on peut tout apprendre assez facilement et tout est devenu très accessible, mais il y a des gens pour qui ces choses-là, ça leur passe au-dessus de la tête. Tu vois, et je pense même au sein de notre équipe, il y a des DJ qui... Ça les intéresse pas, quoi, d'apprendre ça et de faire ça. Ce qu'ils veulent, c'est faire danser les gens, quoi. Bah, c'est l'essence même de notre travail à la base, mais Ah aujourd'hui, ouais. malheureusement, c'est plus que ça. C'est plus que faire danser les gens. C'est quelle image on renvoie derrière. Donc, En fait, l'un, il est autant important que l'autre. C'est une Enfin, balance. Je pense que... Et c'est vrai que le métier DJ, vu de l'extérieur, c'est la fête, la lumière, les stories. Et j'en passe. Tous ces posts réseaux sociaux qu'on vient d'évoquer. Mais derrière... C'est très orienté réseaux sociaux ce soir. Un petit peu, mais finalement, c'est... Mais ça va. Le contenu qu'on produit a vocation d'être publié sur ces réseaux, donc En c'est effet. normal qu'on en parle un petit peu. Mais derrière toute cette façade ultra énergique des platines, il y a un autre côté qu'on évoque beaucoup moins, c'est la pression. La pression de performer à chaque date, la pression d'être au top, de rester inspiré, la pression des réseaux, justement, et du regard des autres, aussi un petit peu. C'est une pression silencieuse de devoir être partout à la fois, créatif, disponible et souriant. Parce que c'est festif, donc Très important. faudrait pas faire la gueule. Non, ça va pas avec l'image du DJ. Chez beaucoup d'artistes / DJ, la santé mentale est un vrai sujet. Fatigue chronique, sentiment de solitude, charge mentale, pression du toujours plus ou simplement un décalage permanent entre la vie la nuit et la vie le jour, la vie réelle. Je sais pas comment dire. C'est vrai qu'il y a une sorte de double vie dans notre métier. Prenons un moment pour parler de ça avec honnêteté. C'est un sujet évidemment très intime, donc on respectera ce que chacun de nous peut dire de ça. Est-ce que la santé mentale, ça vous touche ? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette forme de pression, de fatigue ? Est-ce que des fois, vous avez envie d'arrêter parce que c'est trop pour vous ? Bon, Richard ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on l'a tous ressenti une fois parce que il y a énormément de pression, il y a de plus en plus de concurrence et il faut être mine de rien de plus en plus visible et connecté. Il faut se faire de plus en plus un réseau et ouais, c'est dur, mais je pense qu'on tient parce qu'on aime ça, quoi. La passion. Et moi, j'échangerais ma vie mais pour rien au monde. Et si je devais refaire, je le referais pareil, tu vois, sans rien changer. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur. Ouais, on a une énorme pression. T'as une pression constante de résultats. Parce que il faut que tu puisses tenir tes pistes à chaque soirée. Donc, tu t'infliges une pression. Et après, il y a tous les à côté que tu viens de citer. La fatigue mentale. On en voit de plus en plus des DJ qui décident de raccrocher les gants parce que finalement, ils arrivent à un niveau où faire autant de soirées, autant de voyages, etc., c'était peut-être pas aussi bénéfique sur leur santé mentale et physique qu'ils le pensaient. Non, mais c'est pas tout beau, tout rose comme on peut l'imaginer. Même nous, on vénère certains DJ, peut-être internationaux, mais est-ce qu'on pourrait assumer un train de vie comme ça c'est pas facile. Déjà, à notre niveau, quand tu fais des soirées que tu enchaînes beaucoup, 3-4 soirs d'affilée, tout dépend le DJ set, tout dépend le lieu, tu as la route, tout ça. C'est vrai que c'est pas simple des fois à enchaîner. Après, il faut que chacun adapte le travail en fonction de ses capacités. Parce que moi, j'ai l'impression que ce truc de santé mentale, c'est vraiment un truc, tant que tu t'es pas pris un peu le mur en pleine tête, tu as du mal à te projeter sur un sujet comme ça. Alors, on peut être un peu... moi, pour parler de moi, du coup, et ce que je peux offrir à ceux qui nous écoutent, il y a eu un moment dans ma carrière où il y avait énormément d'opportunités à saisir. Et tu te sens dans une certaine obligation de les accepter parce que, en fait, c'est ton but à atteindre depuis tellement longtemps que quand ça arrive et que ça frappe à ta porte, tu dis « let's go, faut y aller ». Mais du coup, en fait, il n'y a plus vraiment de libre arbitre à ce moment-là où tu sais plus vraiment comment te positionner. Limite, tu fais plus de choix, en fait, tu vois. Ouais. Et moi, c'est par défaut.
C'est par défaut, tu acceptes parce qu'en fait, t'as chassé tellement cet objectif depuis longtemps que quand il arrive, ça te semble évident qu'il faut mettre la fléchette au centre de la cible, tu vois. Et moi, personnellement, je sais que je l'ai pas bien vécu, quoi. Le côté, déjà, ça y est, j'ai peut-être réalisé mon rêve. Il y a un truc un peu choquant là-dessus, des fois, là-dedans, où tu dis, bah en fait, merde, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Et aussi, du coup, est-ce que vraiment je choisis ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai encore l'opportunité de refuser des dates alors que ces dates-là, en vrai, je les veux depuis tellement longtemps, tu vois. Donc moi, je sais que ça m'a... Mais je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui sont capables de gérer la pression et d'autres moins. Moi, je pense que je fais plutôt partie de cette catégorie-là où, en fait, j'ai juste perdu la passion pour ce que je faisais et j'ai juste... mon cerveau, il a juste décroché, quoi. Okay. Et j'avais besoin de prendre du recul et d'arrêter. Ouais, mais parce que tu as déjà vécu ce que tu voulais vivre, en fait. À un niveau... C'est ça, le truc. Parce que oui, j'ai eu la chance de toucher du doigt vraiment des objectifs que je m'étais fixés quand j'étais adolescent, tu vois. Ouais, des beaux objectifs, en plus. Des objectifs très honorables. Et du coup, c'est vrai que ce sujet de santé mentale, c'est difficile peut-être d'en parler tant qu'on n'a pas vraiment eu des propres expériences personnelles. Et en plus de ça, on n'est pas tous égaux. Parce que c'est des problèmes de santé, en fait. Donc, il y a des gens, ils tombent plus malades que d'autres. Il y a des gens, ils chopent plus d'angines que d'autres. Et il y en a d'autres, qui chopent des angines de la tête plus... Donc, je ne sais pas, vous, comment, à votre niveau déjà, et à votre niveau d'expérience, est-ce que déjà, vous vivez une certaine pression avant les dates ? Ben, moi, oui, je me mets toujours une petite pression, mais c'est une bonne pression et c'est ce qui me stimule et qui me pousse à vraiment donner le meilleur de moi-même. Donc, je me mets toujours cette petite pression qui va me faire réussir la soirée. Et après, moi, je connais mes limites. Je dis ça dans le sens où je ne veux pas surcharger mes semaines parce que je me donne le même niveau d'exigence pour chaque prestation. Je veux que chaque prestation, elle soit égale d'un client à l'autre ou d'un club à l'autre. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas surcharger le planning pour être en forme. Voilà, selon moi, il faut que je sois en forme pour chaque prestation. Et ça passe par du repos, des fois un trou, quand tu sais que c'est des grosses prestations, par exemple, si tu as de l'install de matériel, tout ça, d'avoir un jour de repos entre les deux. Si c'est du club, tu peux enchaîner 2-3 soirs. Mais voilà, moi, je veux avoir le même niveau d'exigence pour chaque prestation et que ce soit égal pour tout le monde. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un peu une pression avant chaque date, mais c'est du bon stress, quoi. C'est... parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de faire un bon set, parce que t'as l'adrénaline qui te vient là, qui et pète, et c'est trop bon. Ça te pousse, quoi. C'est ça, et je pense que ça serait peut-être même dangereux de perdre ce petit stress. Ouais. Bon, après, il y a stress et stress, hein, faut savoir gérer, mais voilà, on se plaint parfois de choses, et puis après... Enfin, on est content de l'avoir aussi, quoi. Tu vois. Pour finir sur une note un peu plus positive dans ce sujet-là, est-ce qu'il y a du coup, quels sont les petits plaisirs qu'il y a aussi dans ce travail et qui vous donnent l'équilibre et la force de continuer ? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous nourrissent un peu comme des petits bonbons ? Est-ce qu'il y a des petites sucreries qui vous permettent de continuer à être toujours au taquet ou pas ? Ouais, moi, j'arrête pas de chercher des dates... un peu mieux à chaque fois, on va dire, entre guillemets. Et c'est chouette, parce qu'à chaque fois, c'est un challenge, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça qui est chouette. C'est dans la continuité de la carrière, quoi. Bien sûr, c'est ça. Ouais, sentir une évolution. Ouais. Moi, c'est la communication avec le public. Quand je vois mettre les musiques que j'aime, et que ça interagit à fond sur le dance floor, ça me donne envie d'aller au-dessus d'eux, et eux, après, ils veulent aller au-dessus. Et en fait, c'est cet échange-là que j'adore, quoi. C'est... À mon niveau, à moi, pour répondre à ma propre question, c'est mégalo, le mec. Mais moi, j'essaie toujours de garder en tête pourquoi je fais ça. Pourquoi j'en suis arrivé là. L'adolescent qui était dans sa chambre, voire même avant l'adolescence, qui voulait absolument des platines, des vinyles, sans trop savoir pourquoi, tu vois. Et à chaque fois que je mixe, je me dis, putain, t'as de la chance, t'es toujours derrière les platines, tu fais toujours danser les gens, ça fait plus de 20 ans, quel kiff, quoi, tu vois. J'essaie toujours de garder ça en me disant, la plus-value, elle est là, déjà. Et quand t'as ça, c'est gagné, quoi. Ouais. Peu importe ce qui se passe sur la piste de danse, que tu sois bon, que tu sois pas bon, que ce soit une grosse soirée ou une petite soirée avec plus ou moins des gens, j'essaie toujours de me dire,
putain, yes, on y est toujours, tu vois, on n'est pas en train de décharger des camions de livraison pour vivre, on est toujours derrière la platine à faire danser les gens. Et donc j'essaie toujours de garder ça en tête et de me dire, putain, c'est trop cool, tu vis de ta passion. Et oui, tu te couches tard, oui, il faut se lever tôt parce que j'ai une petite fille qui compte sur moi. Oui, des fois, t'as peur de pas avoir assez de soirées pour remplir le frigo. Mais globalement, ça marche, quoi. Genre, putain, t'es là où tu voulais être et pourvu que ça dure, quoi, tu vois. J'essaie toujours d'avoir ce recul-là. Bien sûr, bien sûr. Dans les moments qui peuvent paraître fatigants ou difficiles. Ouais, puis quand tu vois le sourire sur la tête des gens, enfin, c'est... C'est une récompense. Mais ça, c'est... On te félicite à la fin de soirée ou des fois ça peut arriver, on t'applaudit. C'est ça, ou juste échanger un regard, en fait, et tu te dis, ah ouais, je sais pourquoi je fais ça, en fait. C'est trop bon, en fait. Mais c'est pour ça, c'est la base, en fait. C'est la communication avec les gens. C'est l'essence même du travail. Voilà, c'est l'essence même de ce travail. C'est l'interaction avec le public. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Il n'y a rien de mieux, selon moi, de cette communication, quoi. Nickel, bah écoutez, ravi d'avoir échangé avec vous sur ces 3 questions. C'est passé très vite, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est clair. On se retrouve sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Ton compte ? Sannico_musique. Voilà. N'hésitez pas à follow et le club éphémère aussi. Et toi, Orisha ? Et moi, c'est orisha.musique. Ah ouais, vous êtes des musiciens, quoi, carrément. Sinon, évidemment, sur le club éphémère, plein de vidéos à venir, toutes les semaines un podcast et tous les jours, un réel, minimum un réel tous les jours. Incroyable. C'est beau. On y arrive. Ça travaille très très dur Ouais, et n'hésitez pas à follow aussi. Encore un Kevin. Ouais, encore un. Il n'y a que des Kevin. Encore un Kevin. Moi, Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup pour. et merci Ouais, Orisha d'être merci venu. beaucoup, merci beaucoup. J'ai passé un super moment, c'était trop chouette. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, tu pourras revenir. Avec plaisir. Allez, au revoir. Ciao. Allez, merci. Salut.